Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'actualité hebdomadaire. Cette semaine, au sommaire, des projets urbanistiques d'envergure à Nyon, la fermeture des abris pour migrants à Coppet et Benien, une inauguration de caserne pour pompiers à Genolier et on évoquera également la situation de la presse quotidienne écrite avec sur notre plateau les rédacteurs en chef des quotidiens de la Côte et du journal de Morges. Commençons, si vous le voulez bien, par ouvrir le chapitre de la politique cantonale avec vous, Serge Mély. Bonsoir, bienvenue. Si vous êtes là, Serge Mély, c'est parce que vous êtes candidat au Conseil d'État sous la bannière Vaud Libre. Alors, j'aimerais juste rappeler en quelques mots votre cursus. Vous êtes un agriculteur de profession, vous êtes syndic de Crassier. Vous avez effectivement une longue expérience de la politique cantonale. Vous êtes député depuis 1998. Alors, 98 d'abord chez les radicaux, puis à la fusion du parti au PLR. Le PLR, un parti que vous avez quitté il y a 3 ans pour Vaud Libre. Serge Mély, pourquoi vous lancez aujourd'hui au Conseil d'État ? Eh bien, je me lance au Conseil d'État pour que les forces du centre, les forces de l'indépendance et les forces libres, puisque j'appartiens à Vaud Libre, libres des mots d'ordre de partis, soient représentés au Conseil d'État. D'accord. Alors, juste pour entrer un petit peu en matière, selon les analyses, on peut dire que ce n'est pas au centre que va se jouer cette élection. On voit plutôt un siège attaqué, ce serait celui de la verte Béatrice Métro. Vous partagez cette analyse ? Pas forcément. C'est très difficile de penser à ce qui va se passer au premier tour. Il y a un siège qui aimerait arriver à l'UDC. C'est peut-être là que je vais la position que je vais plutôt attaquer, c'est la candidature d'un UDC au Conseil d'État. Alors, vous avez effectivement, dans votre cursus politique, on voit que vous et l'UDC, c'est pas tellement le grand amour. Non, c'est pas le grand amour parce que nous divergeons presque sur tous les points, que ce soit sur l'asile, sur la position européenne. Et puis j'en veux un tout petit peu personnellement à l'UDC d'avoir remplacé le PAI qui était le parti des indépendants déjà, des paysans, qui étaient souvent très ouverts envers les étrangers. C'est les paysans qui ont d'abord accueilli les étrangers. Tout d'un coup, en faire un parti aussi haineux envers l'autre, ça m'a gêné. Que les paysans soient devenus UDC alors qu'ils sont en réalité PAI. Effectivement. Alors, ça, c'est pour votre relation avec l'UDC. Votre relation avec le PLR, quelle est-elle ? Quand on sait qu'une élection au Conseil d'État se joue souvent dans le camp adverse, vous n'allez a priori pas pouvoir compter sur les voix de la droite. Alors, vous avez bien dit a priori. Je pense qu'une certaine partie des PLR ne va pas voter pour moi. Ça serait tout à fait normal. J'ai gardé d'excellents contacts avec le PLR parce que je crois que beaucoup ont compris ma position. Pas d'alliance avec l'UDC. Beaucoup aussi ont compris que j'étais parti au moment où j'ai peut-être changé, mais c'est surtout le parti qui a changé au moment de la fusion avec les libéraux. Très bien. J'aimerais en revenir sur un deuxième tour éventuel. Il a été dit dans la presse cette semaine que quoi qu'il en soit, le centre, donc Vaud Libre, que vous allez représenter, le PDC qui vient de nommer hier soir, donc mercredi soir, sa candidate et qui ne sera donc pas le syndic de Gland, Gérald Créteny, dans tous les cas, le centre présentera un candidat au deuxième tour. Alors ça a peut-être été exprimé un petit peu de manière prétentieuse de penser déjà au deuxième tour. Je crois qu'on a formulé cette phrase pour bien montrer que si on partait au premier tour, ce n'était pas seulement pour faire de la figuration, pas simplement pour se faire connaître, mais qu'il y avait une réelle volonté d'accéder au Conseil d'État. Et puis la deuxième, c'était aussi pour exprimer le fait que même si nous partions à plusieurs candidats dans le centre, le jour venu, nous ferions vraiment une seule candidature. Donc, en cas de deuxième tour, vous soutiendrez le PDC si c'est le PDC. Le PDC vous soutiendra absolument. Si c'est vous. Donc, oui. on est d'accord. Il faut être réaliste, il faut être ambitieux dans une campagne, mais en même temps, il ne faut pas trop fantasmer vos chances d'accéder à ce poste. Vous les estimez à combien ? Un pourcentage ? Je ne les estime pas en pourcentage. Et ce n'est pas de la superstition. Et ce n'est pas de la superstition. Aux gens où j'ai dit j'ai peu de chance, ils m'ont tous répondu ne pars pas comme ça dans une campagne, tu as des chances, le centre correspond à une certaine vision des citoyens. Dans les nouveaux scrutins à la proportionnelle, on voit beaucoup de citoyens qui aimeraient pouvoir choisir une voie médiane. Est-ce qu'on est d'accord qu'a priori, cette campagne est moins ouverte que d'autres par le passé ? Elle est un peu moins ouverte par le fait déjà qu'il y a 6 candidats qui se représentent et 6 candidats qui n'ont pas démérité. C'est beaucoup plus difficile d'être candidat cette année que par rapport à mon collègue Juppé, toute modestie étant, qui lui, c'est simple, il faut tout changer, il faut changer les ministres, le gouvernement. Ça ne sera pas mon discours.
Serge Mély, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite, comme à tous les candidats, une bonne campagne et puis on aura l'occasion de se revoir prochainement, j'imagine. Merci Serge Mély. Merci à vous. À Nyon, la rénovation du temple est terminée. Ce sont 3 ans de travaux, près de 7 millions de francs et un résultat époustouflant. La municipalité nous promet également 3 jours de fête fin novembre. Florian Cavalleri nous en dit davantage. Nyon est un écrin et l'un de ses joyaux est certainement le temple qui fête sa rénovation. Une rénovation qui a pris du temps, près de 3 ans et demi de travaux, mais des dizaines d'années de préparation. Oui, c'est tout à fait juste. Nous sommes, on peut dire, à 20 ans d'études, crédit de diagnostic, crédit de réalisation, crédit de construction. C'est pratiquement 20 ans, non pas de travaux, mais en tout cas d'études. Qu'est-ce que ça représente pour la ville de Nyon, cette restauration ? Mais en tout cas pour moi, municipal d'architecture et bâtiment, c'est un événement spécial. Il ne s'agit pas de construire un bâtiment, mais de sauvegarder un patrimoine historique en le rénovant, en le restaurant surtout. Et la restauration est encore autre chose que la rénovation d'un bâtiment. Alors c'est un quartier rénové, en tout cas en cours de rénovation. Est-ce que vous n'auriez pas envie de rénover les bâtiments autour, de ramener un peu de vie dans cette rue et dans ce quartier ? Ah oui, pourquoi pas. Effectivement, juste en face de ce temple, il y a une école primaire, secondaire pendant un certain temps, qui mériterait une telle rénovation ou restauration. Nyon fête son temple, c'est en tout cas le leitmotiv que les Nyonnais auront à la fin du mois de novembre pour 3 jours de fête. Expliquez-nous le programme. Oui, vous voyez, Nyon fête son temple. C'est quelque chose vraiment d'important pour nous, pour la municipalité, qui voulait, après toutes ces années de travaux, montrer la beauté des restaurations et faire profiter tous les Nyonnais de ce lieu qui n'est pas seulement un lieu de culte, mais qui est aussi un lieu de spectacle. Ça a été de tout temps et on veut continuer cette tradition. Donc il y aura des spectacles de tout genre pour les plus jeunes publics. Il y a un concert qui est prévu le dimanche soir pour les petits de 3 à 7 ans environ. Pour les un peu moins jeunes, mais qui restent très jeunes, un DJ le samedi soir tard. Ça ne sera pas au temple par contre, ça sera à la parenthèse. Et autrement, tout le reste du temps, des concerts, soit de musique actuelle, de musique évidemment baroque, un marathon d'orgue, un concert inaugural avec un magnifique morceau de Vivaldi, j'en passe. Il y en aura pour tous les goûts et on est sûr qu'on aura beaucoup de monde qui viendra. Associé à ces 3 jours de fête, le Festival Antigel qui présentera plusieurs concerts. Absolument, on est enchanté d'être associé à cette fête. Donc 2 concerts, Michael Chapman, un héros du folk anglais, un homme qui a vraiment été un des pionniers du folk, qui a influencé une génération de musiciens, et Colin Vallon, le renouveau du jazz, un artiste suisse, en trio avec Julian Sartorius, 2 highlights de l'édition du Festival Antigel 2015. C'est une première pour le Festival Antigel de venir à Nyon, mais est-ce là dire que nous vous reverrons lors du festival officiel en terre nyonnaise ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de prévu pendant le festival. C'est une première pour nous, on est content d'être ici à Nyon. Voilà, c'est pour nous une première prise de contact. C'est vrai qu'on aime bien explorer et c'est vrai que Genève et Nyon sont si proches. Il y aurait des choses à faire, on verra. Ce temple est rénové, il sera fêté prochainement. Il y a à Nyon bien d'autres projets urbanistiques. Maurice Gué, vous êtes présent sur ce plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes municipal de l'urbanisme. Alors un petit mot sur ce temple, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une réalisation magnifique. C'est vrai que pour Nyon, c'est quand même un bâtiment emblématique. Et puis je crois que là, mon collègue, monsieur le directeur service architecture-bâtiment, a vraiment fait un travail extraordinaire de rénovation. Très bien. Si vous êtes là, c'est pour évoquer le musée du Léman, avec une particularité. C'est qu'on parle d'un plan de quartier pour l'extension du musée du Léman, mais pour ce faire, on doit s'occuper du cimetière de Clémenty. Et là, ça devient technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la liaison entre ces 2 dossiers ? Oui, bien sûr. Donc, le musée du Léman, c'est un projet qui date de 2014, où la municipalité a laissé la liberté, en fait, dans le cadre du concours
d'architecture sur l'emplacement et la situation du nouveau bâtiment. Donc il y avait un périmètre qui avait été donné, mais qui était en zone de verdure. Donc avec la nouvelle LAT, on est obligé de compenser cette zone de verdure. Donc si je résume, la LAT vous oblige à aller chercher du terrain du côté du cimetière sans embêter les morts, il va de soi, pour pouvoir construire cette extension au musée. Voilà, exactement. En fait, vis-à-vis de la LAT, la zone de verdure est une zone non constructible et on doit la compenser par une autre zone qui est constructible et qu'on doit dézoner. Donc c'est le but en fait de cette opération, c'est de travailler sur le cimetière qui est en zone d'utilité publique et qu'on va passer en zone d'installation publique. Très bien, c'est une rareté politique, c'est une approche technique d'un dossier. Est-ce que vous pensez que le conseil communal va l'accepter sans trop demander à rendre des comptes sur la technicité de ce dossier ? Non, je ne pense pas, parce que c'est vraiment une opération technique. Et puis, vu qu'on travaille avec cet emplacement du cimetière, en fait, qui ne change rien par rapport à l'affectation, donc on garde la même utilisation pour le cimetière et on se réserve toujours une partie supérieure du cimetière où il y a le funérarium qui pourra toujours être étendu ou modifié par la suite. Donc, c'est vraiment une opération très technique. Très bien. Alors, il est temps de rêver un petit peu. La ville de Nyon a déjà publié des images sur ce futur musée. Il y a eu un concours d'architecture. On cherche encore des mécènes, on évoque des noms, Bertarelli qui mettrait son bateau. Où est-ce qu'on en est dans cette quête aux mécènes ? Alors pour le moment, c'est la Fondation qui s'occupe de cette recherche de fonds. Elle y travaille pour pouvoir réaliser son projet, effectivement. Le budget, on l'estime, on parlait quoi de 40, 30, 50 millions ? On est dans ces eaux-là ? Alors il n'est pas encore affiné, il y a encore du travail à faire par rapport à ce budget final. Pour le moment, on en est vraiment à ce plan de quartier pour légaliser en fait la partie constructive de la zone. Très bien, et si on est optimiste, l'ouverture de ce nouveau musée, c'est pour quand ? Alors là, je crois que je ne donnerai pas de... En étant optimiste ? En étant optimiste, je pense qu'il faut quand même compter entre 5 et 10 ans. Très bien. Et puis, ce développement du musée du Léman, importantissime pour une région comme Nyon, puisqu'il y a de la concurrence sur le plan lémanique, donc il faut asseoir sa présence. Nyon, musée du Léman, il n'est pas ailleurs. Ça s'insère aussi dans une réflexion sur le développement général du bord du lac. Oui, alors il y a un concept des rives du lac qui est en train d'être étudié par l'urbanisme. On y travaille. C'est clair que le musée du Léman en fait partie. C'est un élément central non seulement de ce concept, mais bien évidemment de la ville de Nyon. Très bien. Eh bien, Maurice Gay, vous viendrez nous en parler ultérieurement. C'est un sujet passionnant. Merci d'être venu. Merci. Elle est flambant neuve, elle est pratique et elle se trouve à Genelier. C'est la nouvelle caserne des pompiers du SDIS. Nyon-la-Dôle, nous étions sur place. Pour la commune de Genelier, c'est un équipement important, mais c'est également un équipement important pour toute la région, puisque nous faisons partie du SDIS Nyon-Dôle et que la caserne de Genelier regroupe les 3 communes de Genelier, Givrin et Trélay. Donc c'est vrai que c'est le fruit d'une collaboration intercommunale forte qui a commencé maintenant déjà presque 5 ans, 4 ans et demi disons, et qui voit le jour aujourd'hui. C'est une grande fierté. Après étude, il s'est avéré que c'était à Genelier qu'il fallait la construire et l'endroit était tout désigné en disant qu'on avait à l'emplacement où se situe la caserne un bâtiment qui s'arrêtait au niveau du rez-de-chaussée qui avait déjà été prévu à l'époque pour recevoir des étages supplémentaires. Ce qui fait qu'on a construit un bâtiment sans terrassement et sans grosses œuvres et sans emprise sur le terrain actuel, en rehaussant simplement le bâtiment qui était les locaux de voirie. Le préavis de construction voté par le conseil communal se situe aux alentours des 2 100 000 francs. Et il y a une répartition entre la partie caserne et la partie appartement et des modifications pour l'adaptation des locaux de la voirie. C'est un bâtiment qui répond totalement aux exigences des pompiers puisqu'il a été fait en parallèle et en prenant toujours l'avis des pompiers, que ce soit au niveau de l'état-major ou des pompiers du village. C'était une caserne qui était répartie sur 2 endroits. Donc le matériel était splitté, les moyens étaient séparés. Maintenant, on a vraiment une vraie caserne avec l'ensemble du matériel qui est réuni au même endroit. Et évidemment, c'est une caserne qui est actuelle, donc qui a été construite comme on l'entend actuellement. C'est-à-dire que les moyens ont aussi évolué, il y a plus de moyens, on travaille différemment. Il y a de la formation, donc il faut une salle de théorie, il faut des locaux pour entretenir le matériel, il faut des vestiaires séparés hommes-femmes. Voilà, c'est toutes les choses qui sont nouvelles. Et maintenant, on a vraiment une caserne qui est adaptée
à l'intervention pour un site d'intervention comme le site de Genelier. Donc on est tous, vraiment, et tous les sapeurs-pompiers du Session d'Aule sont vraiment heureux de voir aujourd'hui l'inauguration de cette magnifique caserne. Du changement au quotidien de la Côte avec l'arrivée cette semaine de 2 personnalités de la profession qui ont pris leurs fonctions. Alors, nous avons sur ce plateau Michel Jotran, nouveau rédacteur en chef du quotidien de la Côte, et Gilles Bieler, rédacteur en chef adjoint. Michel Jotran, vous avez passé plus de 20 ans à 24 heures. Mais si on regarde votre curriculum vitae, vous avez commencé à faire vos articles à la Côte. C'est donc un retour aux sources pour vous. Oui, absolument, puisque en fait, j'ai été engagé en 1987, justement pour le lancement du quotidien de la Côte, où j'ai travaillé encore quelques années avant de partir à 24 heures. Je suis resté 22 ans et puis je reviens maintenant, en fait. Il y a encore des collègues qui sont... Vous avez retrouvé d'anciens amis, d'anciens collègues ? Absolument. Je n'ai jamais vraiment perdu de vue, j'ai toujours habité la région. Donc vous habitez Marchicy, c'est ça ? J'habite Marchicy, je suis un enfant de Prangin, je suis marié, 3 enfants, et j'ai 50 ans, pile poil cette année. Est-ce que vous avez hésité longtemps quand cette proposition vous est arrivée ? Eh bien, que dire ? Ça n'a pas été évident, surtout dans les circonstances dramatiques dans lesquelles le poste s'est trouvé vacant. C'est vrai que j'ai un peu hésité, mais tout bien réfléchi, il me semble que mon parcours et ma connaissance de la région faisaient que ça collait plutôt bien. Et en fait, non, je n'ai pas hésité très longtemps. D'accord, il y a une relation émotionnelle avec ce journal, j'imagine. Oui, absolument, puisque j'ai toujours habité la région, c'est là que j'ai commencé, je l'ai toujours lu, j'ai continué à mon parcours dans le journalisme local à 24 heures, et puis il y a un retour aux sources, il y a aussi... et puis c'est chez moi, ici c'est chez moi. C'est chez vous. Alors Gilles Bieler, vous êtes rédacteur en chef adjoint du quotidien de la Côte également depuis une petite semaine. Vous avez également fait vos armes, dirais-je, entre guillemets, à 24 heures avec une spécificité, c'est que vous êtes un spécialiste de l'information sur Internet. Enfin, j'ai en tout cas fait quelques années en tant que responsable du web à 24 heures. Est-ce que je suis le spécialiste ou un spécialiste ? Ouais, je connais un peu quand même. Dans tous les cas, le développement d'Internet pour un quotidien régionaliste, c'est important aujourd'hui. C'est essentiel parce que c'est là que les gens vont chercher l'information. Après, c'est essentiel et passionnant parce qu'on ne sait pas encore exactement quelles seront les recettes qui vont fonctionner, et aussi parce qu'elles ont un peu tendance à changer très régulièrement, ces recettes. C'est-à-dire que les lois d'aujourd'hui de l'information sur le net, elles changent tout le temps, on ne peut pas s'asseoir sur une vérité. On va en parler après, la Côte va fêter ses 125 ans, donc un journal qui a 125 ans, c'est beaucoup. Le web, on a une vingtaine d'années, donc... pour arriver à ce que la Côte est aujourd'hui, il a fallu du temps, il faudra aussi du temps pour arriver à quelque chose de durable, de vraiment assis en termes de web. C'est un défi aujourd'hui pour votre nouvelle direction, votre rédaction. Complètement. Michel Jotran ? Oui, je crois pour toute la presse. Je veux dire, c'est évident qu'on ne peut pas ne pas être présent sur Internet, sur toutes les plateformes mobiles surtout. Enfin voilà, Après, il y a plusieurs façons de le faire et il faut garder notre spécificité locale puisque notre avenir reste local. Donc, que ce soit sur un journal imprimé ou sur Absolument. Le travail du journaliste reste le même, c'est la proximité. Bien évidemment, vous avez évoqué les 125 ans du quotidien de la Côte, c'est pour 2017. Oui, absolument. Donc, fondé en 1892, on aura donc... on a prévu évidemment de marquer l'événement tout au long de l'année, avec évidemment des choses dans le journal, mais aussi des événements ouverts au public, à nos annonceurs, à nos lecteurs, à nos abonnés. Donc il y a tout un programme qui est encore en cours d'élaboration. D'accord, donc vous le communiquerez petit à petit. La Côte fera la fête en 2017 ? Absolument. Très bien. Et puis, alors en parlant de fête, il y a une nouvelle édition des personnalités. Absolument. Alors donc on poursuit avec cette désignation des personnalités de l'année. C'est reparti donc à partir du 17 novembre. Nos lecteurs pourront voter on a sélectionné 12 personnalités ou groupes de personnalités. Vous allez nous lâcher un nom ou deux, Michel ?
Je ne crois pas. non, parce qu'il y a encore il y a toute une campagne de communication autour de cet événement qui se terminera le 9 février par une grande fête et la désignation officielle de la personnalité de l'année. On suivra ceci sur NRTV comme chaque année. Messieurs, merci d'être venus nous partager vos premières expériences dans cette nouvelle rédaction. On continuera à vous lire. Comme on continue à lire le journal de Morges. Cédric Jotran, bonjour. Je précise juste que vous êtes un Jotran comme Michel, mais ce n'est pas de la même famille. Vous êtes rédacteur en chef du journal de Morges et vous avez annoncé, il y a quelques jours, vouloir racheter ce titre à Tamedia. Exactement, c'est fait. Bonjour. Alors effectivement, on a cette volonté depuis quelques mois de redonner l'indépendance du journal de Morges, qu'il revienne à la maison. C'est désormais chose faite, c'est maintenant une affaire de jours, le contrat a été signé, et puis on tient déjà le coup d'eux depuis quelques jours, donc c'est bon signe. Hein. Est-ce que c'est pas un petit peu... Alors c'est extrêmement courageux, est-ce que c'est pas très très risqué de devenir indépendant ? Oui, je pense que vous avez un sacré risque, surtout dans ce domaine, mais comme l'a dit Michel Jotran, il est de retour chez lui. Moi, je suis de retour un peu à la maison. C'est le journal où j'ai commencé, où j'ai fait mes premières armes. C'est-à-dire que vous avez une histoire particulière avec ce journal. Vous avez commencé très très tôt et vous en êtes le rédacteur en chef depuis longtemps et vous êtes la figure de ce journal. Alors, c'est ce qui se dit de moi, effectivement. J'ai commencé quand j'avais l'âge de 14 ans par faire des articles sur les matchs de football de mon village. Et puis petit à petit, je suis allé dans d'autres journaux, dans la Côte notamment. J'ai toujours suivi le parcours de Michel Jotran, mais chaque fois avec quelques années de différence. Et puis, pour me retrouver il y a 10 ans à la tête du journal de Morges, d'abord comme rédacteur en chef, ensuite comme directeur. Et puis, depuis 4-5 ans, il y a cette volonté inaboutie de vouloir le rapatrier sur Morges. Mais évidemment, il faut qu'il y ait des éléments qui permettent de le faire. Ils n'étaient pas réunis jusqu'à aujourd'hui, ils le sont. Donc maintenant, on a pu trouver un accord avec Tamedia. C'est-à-dire que vous vous sentiez menacé ? Ah oui, je pense qu'à terme, de toute façon, vous êtes obligé de vous sentir menacé, puisque vous avez que deux possibilités, soit vous faire avaler par un grand, soit disparaître. Donc il ne vous reste qu'une solution intermédiaire qui ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais qui peut s'appliquer dans des cas précis. Dans ce cas-là du journal de Morges, c'était faisable, parce qu'il y a eu tout à coup une volonté et un élan qui se traduit encore aujourd'hui depuis l'annonce de la vente, qui permet, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. On va être encarté dans un autre journal, c'est toujours très positif les premiers mois, puis après on est un petit peu moins, puis un petit peu moins, puis après on disparaît. Bien sûr. Est-ce que devenir indépendant vous permet de solliciter des subventions des collectivités publiques ? Vous permettrait de le faire ? Oui, bien sûr. Donc c'est une question de volonté. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas dépendre des collectivités publiques. Donc le modèle, il est très simple. On a proposé à Tamedia d'acheter ce journal en 2 tranches. La première tranche est le fait de priver, dont je suis le principal avec mon épouse, que je dois associer à cette reprise d'ailleurs, pour reprendre ce journal. Et la deuxième tranche, on ne la connaît pas. Je n'ai pas le plan pour l'instant. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est dans 1 an ou dans 5 ans. Non, j'ai 6 ans pour le faire. Okay. Et évidemment, on a demandé aux communes de faire un geste unique, symbolique, une seule fois. La grande crainte de ces communes, c'est de dire « Oh là là, on va le faire une fois, puis après, pendant 15 ans, on va devoir le mettre au budget ». Elles ont fait ce geste, elles sont en train de le faire. Et ce qui va nous permettre d'accélérer la reprise, c'est clair, tout en s'appuyant et puis en crédibilisant le projet pour retrouver d'autres privés. Et puis surtout, on espère les lecteurs et les annonceurs. C'est quand même la balle est dans leur camp aujourd'hui. Alors clairement, ce que vous dites aujourd'hui aux Morgiens, c'est que ce journal appartient à nouveau dans les comptes à des gens de Morges et qu'il faut l'aider à se développer. C'est clair, il faut l'aider à se développer parce que c'est facile de parler de proximité, mais il faut la vivre et puis la mettre en pratique. Et pour un lecteur, disons, notamment du tout ménage, de dire c'est super, ce journal, je suis abonné, j'adore la proximité, il doit faire le geste de s'abonner réellement. Parce que ce n'est pas parce que vous le recevez gratuitement à Nyon, enfin sur la côte une fois par semaine ou chez nous une fois par mois, que vous êtes abonné, mais beaucoup le croient. Bien sûr, on connaît cette problématique du numéro gratuit. Dans l'idéal, qu'est-ce que vous voudriez pour le développer, ce journal ? Moi, j'aimerais beaucoup de choses. J'aimerais que... C'est la liste, allez-y. J'aimerais que Gilles Bieler consacre une partie de son temps à venir nous mettre en place des solutions informatiques. Mais comme je pense qu'il ne va pas le faire, nous, c'est vite vu, vous avez ce paradoxe, ils ont parlé de leur anniversaire. Nous, on a une vieille entreprise. Alors, vous avez fêté vos 120 ans. On a fêté nos 120 ans il y a 2 ans. On est une vieille entreprise qui doit fonctionner comme une start-up. C'est-à-dire que parfois, ça veut dire aussi bricoler, que comme le journaliste, il discute avec l'électricien pour savoir comment on va faire passer le câble. Absolument. C'est une obligation. Si vous n'avez pas votre épouse, vos enfants, les enfants de votre vendeuse qui ne vont pas tenir le stand lors du Tour du Pays de Vaud, vous n'y arrivez pas. Donc là, vous êtes dans le sacerdoce le plus absolu. Exactement. J'étais pas loin du Vatican il y a encore quelques jours. Donc j'ai pu m'en inspirer largement et je me rends compte que c'est là-dedans que je me suis lancé. Très
Très bien, on apprend donc, on confirme que la presse est une formidable religion. Merci. Vous savez que c'est d'ailleurs là-dessus qu'on collabore le plus avec la Côte, c'est lors du dimanche des confirmations et des rameaux, donc on n'en est jamais loin. Alors on vous laissera avec vos collaborations internes. Merci beaucoup d'être venus, je vous remercie encore vous deux d'être venus. On continuera à vous lire, il faut soutenir la presse régionale, c'est évident. Ramener la nature en ville, c'est le souhait de la commune de Gland qui fait installer des ruches sur le toit du collège des Perrerets. Nous y étions. Pourquoi s'être intéressé à un tel projet, c'est-à-dire mettre des ruches en ville de Gland? Parce que effectivement, j'habite ici à Gland depuis 3 ans et puis que la rénovation du collège a permis que le toit soit accessible avec un ascenseur parce que ça demande, c'est lourd, l'accès pour les hausses et tout ça, et aussi pour ramener la nature en ville. Alors la nature en ville, pour une abeille, quels sont les avantages justement d'avoir les ruches en ville plutôt que dans un endroit traditionnel, c'est-à-dire à la campagne? Alors, dans une ville, il y a beaucoup de diversité de fleurs dans les jardins, sur les balcons. Et ça peut amener un plus, on verra. C'est une expérience pour moi. Cette expérience, bon, on n'en tire pas encore des conclusions, mais est-ce que le miel, vous pensez qu'il est tout aussi bon? Est-ce qu'il y a des risques de pollution? Non, je pense que c'est peut-être il y a moins de risques en pleine campagne où on a des fois des traitements qui sont faits par des agriculteurs qui peuvent porter préjudice à l'abeille. Et puis, en termes de développement durable, les abeilles jouent un rôle essentiel. Bien sûr, c'est notre pollinisatrice première au niveau de toutes les floraisons, quoi. Et puis une dernière question, mettre ça à côté d'une école, il n'y a pas de risque pour les enfants? Aucun risque, parce que même que mes ruches n'étaient pas encore sur le toit, des enfants se sont fait piquer cet été dans la cour de l'école. Et je n'avais pas encore mes abeilles là, donc des abeilles, il y en a partout. Les abris pour requérants d'asile de Coppet et Benien vont fermer. C'est la décision qu'a communiquée ces derniers jours l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Ça tombe bien, nous avons sur ce plateau Evie Cassimidis qui est porte-parole de l'EVAM. Bonsoir madame, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes donc porte-parole de l'EVAM. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi fermer ces 2 abris de Coppet et Benien ? Alors, effectivement, le nombre de demandes d'asile en Suisse est en recul depuis le début de l'année. Donc, pour rappel, 2015 était une année exceptionnelle. Nous avons enregistré 40 000 demandes au niveau national. Et d'après les prévisions du secrétariat d'État aux migrations, nous aurons 30 000 demandes en 2016. Donc, ça signifie un recul d'environ un quart des demandes d'asile. Ce recul nous permet effectivement de fermer les structures qui sont le moins appropriées pour les abris atomiques d'urgence. Effectivement, l'accueil prolongé des requérants d'asile. D'accord, alors ça, on en parlera effectivement après. Quand vous fermez 2 abris dans un district, d'abord, il faut dire que vous les fermez, mais ils restent réquisitionnés en cas de nouvel afflux de requérants. C'est bien ça ? Alors, les communes se sont engagées à nous remettre à disposition ces mêmes abris dans le cas où la tendance s'inverserait. Voilà, une tendance peut s'inverser très rapidement. Oui. Pour l'instant, nous ne sommes pas du tout dans cette dynamique-là, mais on ne sait jamais. Très bien. Quand on ferme à Coppet et Benien, est-ce que ça veut dire que les prochains ouvriront ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres abris PC qui pourraient ouvrir dans le district de Nyon, par exemple? Alors, comme je vous disais, nous ne sommes pas du tout dans cette tendance-là actuellement. Nous fermons 2 abris dans le district de Nyon, mais nous fermons 4 abris en tout. Dans le canton. Dans le canton, et nous avons déjà fermé 2 abris, un à Lausanne et un au Mont-sur-Lausanne. Donc, ce qui fait qu'en début d'année prochaine, nous aurons 10 abris, ce qui veut dire que moins de migrants dormiront sous terre, mais malgré tout, nous aurons encore 10 abris de protection civile en exploitation. Donc ça veut dire qu'il y a encore plusieurs centaines de requérants d'asile qui passeront leur nuit
sous terre. Et justement, d'un côté, vous fermez des abris d'urgence, des PC, il faut bien faire la séparation entre les abris d'urgence, et de l'autre côté, vous poussez les communes, alors chez nous, c'est Nyon et Ézin, à construire des foyers. Est-ce que le message n'est pas compliqué à faire passer entre, d'un côté, on dit les flux migratoires baissent, et de l'autre, qu'on doit quand même construire des foyers? Alors, le projet n'est pas du tout le même. Donc, dans le cas des abris de protection civile, nous avons toujours dit que nous les ouvrons dans l'urgence pour héberger des requérants d'asile et uniquement des hommes seuls. Donc, nous ne pouvons pas héberger des familles, nous ne pouvons pas héberger des femmes seules, nous ne pouvons pas héberger des enfants. Oui, ça c'est clair. Voilà. Dans le cas des foyers, les foyers sont une structure pérenne qui nous permet justement d'héberger toutes ces catégories de population. Donc il faut clairement expliquer à la population, on ne doit pas confondre des abris PC et la construction de foyers durables. Eh bien non, parce que le foyer durable répond justement à un besoin à long terme. C'est vraiment dans une toute autre dynamique que nous construisons ces foyers. D'ailleurs, si nous avions pu héberger tous ces migrants dans des foyers, nous n'aurions pas ouvert des abris de protection civile. Et nous l'avons toujours dit, ces abris ne sont pas adéquats. J'essaye de ne pas faire l'amalgame très précisément parce qu'à Nyon, le dossier sur la mise à disposition via un droit de superficie, une mise à disposition de terrain pour l'EVAM, pour la construction d'un foyer sera voté dans une dizaine de jours. Il y a des opposants. Vous avez eu vent certainement de l'association de riverains qui s'est constituée avec une pétition. Alors j'ai eu connaissance de cette pétition, effectivement. Ce qui m'a étonnée, c'est que on ne sait pas qui est à l'origine en fait de cette pétition. Et puis, je pense que la liberté d'expression ne doit pas permettre un étalage d'informations erronées. Cette initiative, enfin cette pétition, oui, excusez-moi, en comporte toute une série, à commencer par le fait que Nyon serait la plus grande structure d'hébergement du canton. Alors, vous avez l'antenne, dites-leur, réparez ces erreurs. Alors, nous avons le foyer de Crissier, qui a quelques 300 requérants d'asile, donc Crissier. Nous avons les communes de B, qui ont quelques 120, 130 requérants d'asile. Nous avons aussi la commune de Sainte-Croix, qui héberge plus d'une centaine de requérants d'asile, donc des communes qui sont proportionnellement beaucoup plus petites que Nyon. Et puis actuellement, nous construisons à Écublanc un foyer qui sera opérationnel à partir du début de l'année prochaine pour plus de 200 requérants d'asile. Très bien. Evie Cassimidis, merci d'être venu nous expliquer les raisons de la fermeture des abris à Coppet et Benien. Merci aussi de nous expliquer pourquoi il ne faut pas faire d'amalgame. J'imagine que vous suivrez la votation nyonnaise de très près. Nous aussi, on relatera les résultats de ce vote. Madame, Messieurs, nous arrivons donc au terme de ce journal hebdomadaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les contenus, les voir et les revoir sur le site internet nyonregiontélévision.ch. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, bonne semaine, bonsoir.